va entamer aujourd'hui un autre chapitre de l'analyse financière niveau deuxième année Bac Pro. Ce chapitre s'intitule le bilan financier. Pour se prêter à des analyses plus pertinentes, le bilan comptable doit être remanié de façon à donner des informations en phase avec les objectifs économiques et financiers de l'entreprise. Dans la mouvance de plusieurs approches conceptuelles concernant le bilan du support d'analyse financière, le dépassement du bilan comptable se justifie par son fonctionnement théorique et son intérêt pratique. Selon la conception patrimoine, le bilan a pour objectif de dresser l'inventaire de ce patrimoine. À l'actif vont figurer les biens qui constituent des emplois. Au passif vont figurer les capitaux propres et les dettes qui constituent des ressources. Les éléments du bilan, à l'actif comme au passif, sont classés en fonction du temps pendant lequel ils demeurent au bilan. Le haut du bilan va comprendre des éléments qui sont immobilisés le plus longtemps et le bas du bilan, les éléments qui se renouvellent le plus rapidement. Le classement des postes repose sur 3 conventions. Les postes de l'actif sont classés de haut en bas par ordre de liquidité croissante. Les postes passifs sont classés de haut en bas par ordre d'exigibilité croissante. Le crédit de la liquidité et de l'exigibilité est la durée plus ou moins d'un an. La détermination du degré réel économique et de liquidité est extrêmement délicate. Elle nécessite une connaissance parfaite de l'entreprise, de son environnement et de la fixation des critères objectifs d'appréciation. Comment on passe au bilan de liquidité? On part du bilan comptable. C'est l'objectif de la première partie. Ce paragraphe s'intitule le passage du bilan comptable au bilan liquidité. L'approche par l'élaboration des bilans liquidité au patrimoine est une vision externe qui présente un intérêt particulier pour 2 catégories de partenaires. Les actionnaires cherchent toujours à connaître la valeur de leur entreprise, les créances pour lesquelles le patrimoine représente la dernière garantie de leurs droits. C'est dans cette optique que les postes du bilan sont pris en considération à leur valeur nette, n'est pas en valeur brute comme le bilan fonctionnel. Ici, à leur valeur nette. Faites attention. Le bilan financier permet notamment l'évaluation préalable d'une entreprise lors de la circonstance particulière, l'appréciation de la solvabilité et de l'équité financière, le diagnostic de la structure financière. La démarche pratique de l'analyse basée sur le bilan financier suppose au préalable la construction du bilan à travers notamment la réévaluation des postes du bilan comptable et leur classement dans les grandes masses du bilan financier d'une part et l'analyse proprement dit d'autre part. Premièrement, les retraitements et le reclassement des différents éléments patrimoniaux. La construction d'un bilan liquidité et exigibilité à partir du bilan comptable nécessite les retraitements suivants. Classement des postes en fonction de leur échéance, plus ou moins d'un an, retraitement des actifs en non-valeur, retraitement des postes de capitaux propres et provision pour risques et charges lorsqu'ils recèlent des dettes à plus ou moins d'un an, prise en compte de plus ou moins value effective. Le retraitement de l'actif. L'actif immobilisé né d'un bilan filant comprend uniquement les immobiliers incorporels, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Les immobiliers en non-valeur, pour passer du bilan au bilan financier, on procède ainsi l'élimination des immobiliers en non-valeur de l'actif immobilisé. Déduction dans le même sens des capitaux propres. Deuxièmement, les écarts de confession actifs. Le retraitement des écarts de confession actifs se fait à travers leur élimination de l'actif, leur déduction des provisions pour risques et charges. La revalorisation des actifs, les écarts d'évaluation sont enregistrés dans le bilan liquide du roman suivant. L'augmentation ou la diminution de la valeur des actifs soumis à réévaluation, la correction dans le même sens de la valeur des capitaux propres. Remarque, dans le cas d'une plus-value d'évaluation, il convient de prendre en compte la dette fiscale générée, mais le niveau d'ELCOM, on ne tient pas compte. Mais la réalité, il convient de prendre en compte la dette fiscale générée. En pratique, l'analyse conserve le bilan en valeur comptable, mais note les actifs qui devraient être évalués pour tenir compte de façon qualitative de l'impact de la nouvelle valorisation. Le retraitement des engagements hors bilan, il s'agit essentiellement des immobiliers en crédit bail. Le retraitement des immobiliers en crédit bail est fait différemment en fonction de l'optique de l'analyse. Si l'évaluation est faite dans une optique liquidative, ces immobiliers ne sont pas pris en compte dans l'approche patrimoine. Et attention, on recommence. Si l'évaluation est faite dans une optique liquidative,
Ces immobilisations ne sont pas prises en compte dans l'approche patrimoine. On le néglige. En revanche, si on place dans l'optique d'une continuité de l'activité, s'impose alors la prise en compte de ces biens en crédit bail dans le bilan financier. Dans ce cas, le traitement consiste en l'augmentation des immobiliers avec la valeur des biens en crédit bail, l'augmentation pour la même valeur des dettes à plus d'un an, comme si l'acquisition du bien a été financée par un prêt. Les retraitements du passif maintenant. Les capitaux propres assimilés, les dettes à plus d'un an et les dettes à moins d'un an doivent être retraités comme suit. Le résultat bénéficiaire de l'acquisition ne doit pas être retenu que par sa part non mise en distribution. Le bilan financier est toujours établi après répartition du résultat. Si la répartition du résultat n'est pas encore connue, et il faudra l'estimer à partir de la politique de distribution de l'entreprise constatée au cours des années antérieures. Les subventions d'investissement ainsi que les provisions réglementaires doivent être retenues nettes d'impôts, c'est-à-dire en utilisant des impôts qui seront après réintégration au résultat. Les provisions pour risques et charges ne doivent pas être retenues dans les capitaux propres que dans la mesure où ils constituent des provisions sans objet réel et sont nettes d'impôts. Seule la fraction des dettes à plus d'un an est à conserver dans les dettes à plus d'un an. Seule la part des provisions pour risques réels qui fera l'objet d'une utilisation dans plus d'un an et à conserver dans les dettes à plus d'un an. La part des impôts à payer, soit sur subventions ou bien provisions réglementaires et les écarts de confession passés, doit figurer dans les dettes à plus d'un an. Dans les dettes en moins d'un an doit figurer la fraction des bénéfices mais en distribution. La part correspond aux impôts des provisions pour risques et charges. Le reclassement des postes de l'actif et du passif. Ces postes sont classés suivant les critères de liquidité croissante des actifs et d'équilibre croissant du passif. La définition de la liquidité des actifs est appréciée en fonction de la durée nécessaire pour les transformer en monnaie dans les conditions normales d'utilisation. Les actifs circulants sont normalement plus liquides que les actifs immobilisés. Les postes passifs sont classés en fonction de l'exigibilité croissante. Les capitaux propres sont non exigibles. Les dettes peuvent avoir une échéance à plus d'un an. Ce classement nécessite une analyse plus détaillée concernant les échéances de la réalisation des actifs et des passifs. Ainsi, certains éléments d'immobilisation, surtout financiers, peuvent devenir liquides à moins d'un an. Dans ce cas, ils seront déduits des actifs immobilisés ajoutés aux actifs circulants. De même, certains actifs circulants peuvent avoir une durée de réalisation supérieure à une année. Ils sont déduits des actifs circulants et transférés aux actifs immobilisés. Ainsi, la part des immobilisations financières à moins d'un an d'une échéance doit être reportée à l'actif circulant. L'actif circulant ne doit pas être retenu après déduction des provisions pour dépréciation que pour sa fraction à moins d'un an. Les postes qui ont une échéance à plus d'un an sont à seul monter dans l'actif immobilisé né. Concernant les titres et valeurs de placement, si les titres sont facilement négociables et sont totalement liquides, le mieux serait de les transférer à la trésorerie active. On va maintenant analyser ce bilan financier, ça veut dire l'exploitation du bilan financier. Les emplois et les ressources de l'entreprise sont classés en fonction du cycle auquel elle appartient. On dit que 3 cycles, comme on a vu dans le bilan fonctionnel. Le cycle de financement, le cycle d'investissement, le cycle d'exploitation. Ces cycles se répartissent en 2 catégories de familles, le cycle long et le cycle court. L'analyse financière apprécie l'équilibre financier à partir de principes de base. D'abord, la solvabilité qui est la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes, d'où la nécessité de mesurer l'autonomie financière. Ensuite, la liquidité qui indique la disponibilité immédiate des fonds. Une entreprise peut être potentiellement solvable en ayant des liquidités insuffisantes pour couvrir les dettes qui atteignent leur échéance. L'appréciation du liquidité financier va consister à confronter le degré de liquidité de l'actif au degré d'exigibilité de passif en s'appuyant tout aussi bien sur les soldes fondamentaux de liquidité financière que sur une batterie de ratios appropriés. Le fonds de roulement financier et le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Premièrement, le fonds de roulement financier. Le fonds de roulement financier, appelé aussi fonds de roulement permanent, fonds de roulement net, est considéré traditionnellement comme une marge de sécurité. Cette présentation résulte de la règle de l'équilibre financier qui consiste en ce que les immobilisations soient financées par les capitaux permanents et au contraire les actifs à court terme sont financés par les crédits à court terme. Cependant, le simple respect de cette règle est insuffisant car tout retard imprévu par les encaissements pourrait avoir pour conséquence de ne pas permettre à l'entreprise de régler ses dettes aux échéances prévues.
Il est donc nécessaire de dépasser le simple respect de l'équilibre minimum et de prévoir une marge de sécurité. C'est cette marge de sécurité qui est nommée le fonds de roulement. Elle doit être positive et d'un montant suffisant pour financer le besoin de financement généré par l'exportation du fait de décalage dans le temps entre les achats et les ventes d'une part et de décalage entre la facturation des ventes et l'encaissement des créances d'autre part. Ce besoin est toutefois atténué par le décalage dans le temps entre les charges engagées et leur règlement. Deux modes de calcul du fonds de roulement qui résultent de l'égalité de l'actif et de passif. Par le haut de bilan, fonds de roulement financier est égal financement permanemment actif et immobilisé. Par le bas de bilan, solvabilité à court terme, fonds de roulement financier actif circulant, mon passif circulant. D'un point de vue explicatif, ces deux modes de calcul ne sont pas identiques. La première façon de calcul de fonds de roulement correspond beaucoup plus à la notion d'équilibre financier classique. L'actif immobilisé doit être financé par les capitaux permanents. Le fonds de roulement positif constitue alors une marge de sécurité. La deuxième méthode correspond davantage à une notion de solvabilité à court terme. L'ensemble des stocks doit être supérieur au passif circulant pour éviter le risque d'illiquidité de l'entreprise. Maintenant, deuxième agrégat, c'est le besoin en fonds de roulement. Il est associé au cycle d'exploitation de l'entreprise généré par le décalage dans le temps entre les achats et l'entrée en production, le début et la fin de la production et les ventes et le règlement. Ces décalages créent généralement un besoin financier permanent proportionnel au niveau de l'activité, mais ce besoin est atténué par les ressources financières générées par le décalage en sens opposé entre les achats et les charges d'une part et le paiement par l'entreprise d'autre part. Le besoin en fonds de roulement peut se définir comme le besoin net de financement généré par l'exportation. Son mode de calcul est le suivant. Besoin en fonds de roulement est égal actif circulant moins passif circulant. Actif circulant d'exportation est égal stock plus créance client. Passif d'exportation, dette fournisseur et dette fiscale et sociale. Un bon équilibre financier implique une cohérence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement d'exportation. Le fonds de roulement constitue une marge de sécurité de l'équilibre financier de l'entreprise et doit concourir au financement du besoin de financement de l'exportation. Le besoin de financement de l'exportation doit être financé par le fonds de roulement. La situation de la trésorerie de l'entreprise est du décalage entre le fonds de roulement et le besoin de financement d'exportation. On va maintenant voir troisième agrégat, la trésorerie. La trésorerie de l'entreprise peut être définie comme la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. La trésorerie nette est également calculée par le barreau de comme suit. La trésorerie active moins trésorerie passive. L'analyse de la solvabilité à court terme de l'entreprise va mettre l'accent sur sa capacité à faire face aux échéances de ces différentes dettes. Il s'agit d'analyser les différents flux d'encaissement et de décaissement et le décalage entre ces derniers. La solvabilité immédiate de l'entreprise est appelée liquidité. Son niveau au sein du diagnostic financier à travers la surveillance obligatoire de la situation de l'actif et de passif circulant. On va maintenant voir quelques rations, mais on voit le détail dans le chapitre suivant, mais on donne un point de vue sur les rations. L'orthodoxie financière désigne l'ensemble des règles visant à maintenir l'équilibre financier de l'entreprise et à protéger les bailleurs de fonds. Premièrement, la règle de l'endettement maximum. La règle de l'endettement maximum est très suivie par les banquiers. Elle concerne à la fois l'endettement à court terme et l'endettement au moyen et à long terme. Selon l'orthodoxie financière traditionnelle, les dettes à court terme ne doivent pas résoudre que les décalages momentanés dus à un phénomène saisonnier ou conjoncturel. L'orthodoxie financière traditionnelle fixe deux limites de l'endettement à terme de l'entreprise. L'autonomie financière. Le montant des dettes à terme ne doit pas excéder le montant des capitaux propres. Ratio d'autonomie financière, qui est égal capitaux propres sur les dettes à plus d'un an, doit être supérieur ou égal à 1, ou bien le capitaux propre sur les capitaux permanents supérieur à 0,5. Le niveau d'endettement à long et moyen terme ne doit pas dépasser les 3 années de capacité d'autofinancement. Ça veut dire que le dette financière sur la CAF est inférieur à 3 ans. Le financement maximum. Pour chaque opération d'investissement décidée par l'entreprise, le recours à l'endettement à terme ne doit pas dépasser un certain pourcentage de celui-ci. Ce pourcentage varie selon les établissements de crédit entre 60 et 80 du montant net de TVA en général, de l'investissement selon la situation financière de l'entreprise. Crédit
sur le montant de l'investissement hors taxe est inférieur à 80%. Coût de la dette, le ratio charge d'intérêt sur les dettes financières permet d'obtenir le coût moyen de l'endettement de l'entreprise. Ce ratio est rapproché à la rentabilité des capitaux propres. L'entreprise peut alors avoir intérêt à s'endetter. Le poids de la dette s'exprime par le ratio charge d'intérêt sur chiffre d'affaires hors taxe. Au-delà de 300, le poids de l'endettement pénalise généralement l'entreprise. Charge d'intérêt et sur chiffre d'affaires doit être inférieur à 3%. Par ailleurs, la solvabilité et la liquidité de l'entreprise possèdent aussi de la qualité de la gestion dont on se fait une première idée générale en s'appuyant sur la ratio de gestion spécifique au cycle d'exploitation de l'entreprise. Maintenant, les ratios de gestion. Il y a délai de paiement des fournisseurs. Le délai moyen de règlement des fournisseurs est obtenu par le ratio de crédit fournisseur qui est égal à la dette fournisseur sur achat tout taxe comprise multiplié par 360. Délai de règlement client. Le délai moyen de règlement des clients est obtenu par le ratio de crédit client-créance client sur vente tout taxe multiplié par 360. Délai d'écoulement de stock moyen. Le délai d'écoulement des valeurs d'exploitation se calcule à partir de ratio stock moyen sur le coût annuel des achats ou de la production multiplié par 360. Le stock moyen est égal au stock initial plus stock final sur 2. Maintenant, les ratios de liquidité. Aucune norme générale de liquidité n'est fixée, mais il est possible de suivre les indicateurs disponibles auprès des banques par branche d'activité et par taille d'entreprise afin de situer l'entreprise par rapport à ses capitaux, par rapport à ses principaux concurrents. On distingue 3 types de liquidité: générale, réduite, immédiat. Ratio de liquidité générale est égal à actif circulant sur passif circulant. Il permet d'apprécier le degré de couverture des dettes à moins d'un an par les actifs à moins d'un an. C'est la traduction sous forme de ratio de la notion de fonds de roulement financier. Elle doit être au moins égale à 1. Plus elle est élevée, plus la marge de sécurité est grande. La ratio de liquidité est réduite est égale à actif circulant hors exploitation sur passif circulant. Si l'on exclut les stocks de numérateurs, on est en mesure de se demander sur la part des dettes qui pourraient être remboursées. Ainsi, on infère la mesure de risque du prêteur. La valeur généralement admise se situe en 0,71. Ratio de liquidité immédiat ou bien restreint, trésorerie actif sur passif circulant. Cette analyse ainsi sur l'intérêt de la liquidité immédiate qui traduit la capacité immédiate de l'entreprise à utiliser les liquidités pour faire face aux échéances imminentes. D'autres, par contre, avancent que les dettes à moins d'un an ne sont pas tout exigibles immédiatement. Bien plus, pour faire face aux problèmes de trésorerie, les entreprises utilisent largement la possibilité de lignes de découvert bancaire. Le montant de la trésorerie active est donc peu significatif, c'est pourquoi on a tendance à faire l'impasse sur le calcul de ce ratio. Maintenant, les ratios de solvabilité. L'entreprise est solvable s'il existe un actif né. Les organismes financiers exigent que l'actif né soit supérieur à un tiers du passif. Ratio de solvabilité générale est égal à actif réel sur dette. Ce ratio indique que si l'entreprise est solvable, il doit être supérieur à 1. On l'appelle aussi ratio d'indépendance financière. D'autres notions en analyse liquidité visent aussi la perception de la valeur réelle du patrimoine de l'entreprise. Il s'agit de la situation nette, de l'actif net comptable et de l'actif net corrigé. Actif net comptable, il s'agit de l'outil le plus utilisé dans l'analyse financière patrimoniale. Il est qualifié de surface financière qui permet à l'entreprise de faire face à ses engagements. Il se détermine par la différence entre l'actif réel et l'ensemble des dettes du bilan au patrimoine. Ça veut dire, d'une autre façon de dire, l'actif net est égal à actif réel moins dette. Actif net est égal à capitaux moins actif fictif. Actif réel, ensemble des actifs pouvant être vendus. Actif fictif, charge portée à l'actif pour être réparti sur plusieurs exercices mais sans valeur de revente. L'entreprise est solvable dans la mesure où l'actif réel est suffisant pour payer toutes les dettes. Les capitaux propres permettent de juger ce qui appartient à l'entreprise en dernier ressort. Capitaux propres est égal à capitaux social plus prime déposition plus fusion, etc. plus écart de révaluation plus réserve légale plus autre réserve plus mesure donnée en instance d'affectation ou après affectation. Situation nette, c'est l'ensemble des fonds définitivement acquis aux associés en cas de répartition des résultats. Situation nette est égal à capitaux propres plus subvention d'investissement plus provision réglementaire moins inférieure à nos valeurs. Actif net comptable, situation nette plus provision pour discrétion, objet plus écart de confession passive moins fiscalité latente.
Actif net comptable corrigé, ça veut dire est égal actif net comptable plus value longtemps moins value latent. Donc, ces formules, il doit être maîtrisé parfaitement. En conclusion, l'analyse liquidité recommande un fonds de roulement financier positif. La situation de l'actif circulant ou de passif circulant de l'entreprise doit être l'objet de surveillance obligatoire. Le niveau de liquidité de l'entreprise est au centre du diagnostic financier de l'entreprise. Toutefois, l'analyse par le bilan liquidité n'a guère de sens si l'entreprise continue de fonctionner. En effet, il ne faut pas oublier la notion du cycle de rotation. L'option liquidité-exigibilité est statique et elle néglige toutes les conséquences de la dynamique financière. Cette analyse ne peut être valable que lorsque l'entreprise en difficulté et risque effectivement de déposer le bilan. Malgré ces insuffisances, cette analyse reste pour des raisons historiques très intéressantes, ou bien sûr très présentes, notamment auprès des banquiers. En conclusion, l'objectif de cette analyse est risque de créancier, solvabilité probable au moins d'un an, équilibre financier à plus d'un an, cessation de paiement faillite, classement actif, par liquidité croissante, classement passif, exigibilité croissante, évaluation de l'actif c'est net. Point clé, c'est fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, limite, pas de mesure convenable de l'outil économique, le besoin en fonds calculé à partir de la valeur nette est à moins d'un an. Mais c'est de votre attention. Toujours comme le bilan fonctionnaire, il faut maîtriser le plan comptable sur tous les classes 1, 2, 3, 4, 5. Merci de votre attention. ومساك الشيش. ملاحظة دي